Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. 0826 300 300, la vérité en face, avec nos deux invités ce matin sur Sud Radio, auteur de La fin des Juifs de France, point d'interrogation, j'insiste, c'est une question, messieurs, que vous posez dans cet essai paru au Cherche Midi. Bonjour à vous, Didier Long. Bonjour. Allez, bonjour fais les présentations, et bonjour à vous, Dov Maïman. Bonjour. Alors, Didier Long, vous êtes ancien moine bénédictin, c'est sérieux ? Oui, c'est sérieux, j'étais moine de l'âge de 20 ans à l'âge de 30 ans à l'abbaye de la Pierre-Cuvier. Formidable, consultant, écrivain, théologien français, auteur de plusieurs ouvrages sur les liens entre le judaïsme, le christianisme. Vous connaissez bien le sujet, forcément. Et vous, Dov Maïman, bonjour, donc chercheur au Jewish People Policy Institute, c'est à Jérusalem, et vous êtes docteur en islamologie, conseiller du gouvernement israélien sur les relations avec le monde musulman. Est-ce que tout cela est juste ? Est-ce que cela vous convient ? Oui. Absolument. Bon, je crois que vous avez bien défini ce qu'on est et ce qu'on essaye de faire. Messieurs, l'inquiétude des Français juifs grandit face... Vous savez, on a des formules comme ça dans les médias. La multiplication des actes antisémites, c'est même plus une multiplication. Je commence par vous, Dov Maïman, c'est même plus une multiplication, c'est une vague. Vous avez raison, c'est un phénomène mondial. On aurait pu croire qu'après le 7 octobre en Israël, on a une vague d'empathie. Ben non, justement, c'est un phénomène incroyable. Et on a une vague incroyable d'antisémitisme qui ne fait que s'augmenter. Et qui, souvent, les gens me demandent, mais on est arrivé au maximum. Et je leur dis au contraire, on n'est qu'au début de quelque chose qui risque vraiment de s'enflammer, d'aller beaucoup plus loin. Mais vous vous rappelez, le 7 octobre, ça a été le choc mondial. Nous étions tous sidérés par ce qui était en train de se passer. Et puis les choses se sont littéralement délitées au fil du conflit, que cette attaque terroriste massive, ce pogrom massif, 1200 victimes et plus, aura provoqué. Ils savaient, ceux du Hamas, qu'ils allaient fabriquer une guerre ravageuse. C'était le but recherché, c'était un but de guerre. Donc les frères musulmans, et le Hamas étant la branche armée des frères musulmans en Palestine, à Gaza exactement, souhaitent évidemment installer le califat dans le monde entier, et que ça va être un bon prétexte pour essayer de mobiliser les immigrés en Europe, pour essayer de les mobiliser sur quelque chose qui pourra leur parler au niveau de leur tripes. Donc ils ont vraiment utilisé cela pour déclencher une vague violente. Didier Long, là-dessus, c'est récent, on parle de 2023, c'est ça. Alors, mais ce qui s'est passé, c'est comme si l'oubli s'installait au fil des semaines et des mois, parce qu'il y a une guerre. Il y a eu 70 ans en fait de calme après la Shoah pour les Juifs en France, parce que nous, notre enquête en fait, elle se passe en France. En France. On enquête, y vient, en France. On enquête en fait sur les Juifs de France, et il y a eu quand même l'affaire Halimi, il y a eu des Juifs qui ont été tués, il y a eu quand même le Bataclan, il y a eu en fait tout un tas d'épisodes, 2014-2015, rappelez-vous, où 15 000 Juifs en 2 ans quittent la France. Donc il y a déjà eu des vagues, mais à partir du 7 octobre, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une stratégie générale qui va agir sur les campus, qui est complètement organisée, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est que dans les manifestations, les gamins ont des banderoles qui sont sérigraphiées. Vous dites quoi ? Ça ne vient pas de nulle part. C'est organisé, c'est une organisation. Il y a une organisation derrière, voilà. C'est ce que vous dites. C'est pas un grand complot, mais c'est une organisation qui était d'abord sur les campus américains, ensuite sur les campus français, à Sciences Po, à la Sorbonne, et ensuite qui a été récupérée par les politiques, par LFI, etc. Donc une espèce de récit de transformer le juif, finalement. Aujourd'hui, on dit en Iran, l'Iran considère Israël comme une entité sioniste. Donc, ce récit sur les Juifs sont des sionistes, ce sont des sionistes, donc ce sont des colonisateurs. Tout Juif est un Israélien. Si c'est un Israélien et que c'est un colonisateur et que c'est un génocidaire, c'est qu'on renvoie aux Juifs dans la figure leur histoire en l'inversant, en la retournant. Donc tout Juif est un génocidaire, donc il faut le tuer. Qui organise Didier Long ? Quand vous dites on organise, qui est ce on ? Par exemple, des mouvements comme Samidoun, qui sont des mouvements qui sont pilotés en fait, des mouvements qui ont été pilotés à la base par les islamistes frères musulmans, et l'Iran, et avec l'Iran derrière, ont organisé en fait une
une guerre asymétrique qui passe en fait par le soft power. Le soft power, c'est les manifestations, c'est les campus américains, qui passent par du hard power, c'est-à-dire les Iraniens ont retourné, on sait aujourd'hui, vous verrez ça, c'est écrit dans notre livre, des gangs en fait, puisqu'ils sont les rois de la drogue, ils ont retourné en fait des gangs suédois. Parce que vous dites dans le livre qu'il y a des connexions. Hein. Ah ben bien sûr, bien sûr. Tout ça, parce que c'est resté dans le débat public là aujourd'hui, c'est on ne sait pas, ce n'est pas encore prouvé. Etc. Oui, vous le dites. Oui, parce que vous avez enquêté sur le terrain. Regardez, on a enquêté sur le terrain. Par exemple, on a par exemple l'un des nôtres qui est François Heilbronn, qui est prof à Sciences Po, il a écrit un article sur la règle du jeu et il montre très bien comment le 7 octobre arrivent les groupes islamistes à Sciences Po et comment les étudiants finalement sont les idiots utiles deviennent les idiots utiles de cette fable. Alors Dov Maïman, vous avez enquêté tous les deux, vraiment enquête de terrain en France sur cette question-là, avec des chapitres très explicatifs, qui sont les Juifs de France, qui sont les musulmans de France. On peut faire un petit comparatif quand on lit votre essai. Et puis il y a très vite, qui sont les antisémites ? Qui sont-ils ? Quel est le portrait robot ? Je ne sais pas si ça existe, des antisémites en France. Oui, nous avons 3 grandes tendances sur les antisémites. Il y a l'antisémitisme traditionnel, celui qui venait de l'extrême droite et qui était raciste. Et puis il y a l'antisémitisme d'extrême gauche qui lui est antiraciste, vous voyez. Donc c'est le phénomène antisémite est un phénomène polymorphe qui change de forme tout le temps. Et puis l'antisémitisme plus ancien, qui vient du monde chrétien, qui en général a quand même bien évolué. Ça fait 3 sources. 3 sources. Voilà, nous avons donc les islamistes. Je voulais pas en parler parce que ça apparaît. On en a un peu parlé avant. Donc on a 3 mouvements et évidemment les islamistes et l'islamo-gauchisme vont ensemble aujourd'hui. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est à propos du phénomène plus général. Donc je travaille dans un centre de recherche. On a 50 chercheurs. On surveille dans toutes les langues. Ce que dit avec 10 personnes qui font de l'intelligence artificielle, on se connaît bien les islamistes. On sait comment leur modus operandi, comment ils ont ravagé l'Algérie, comment ils sont arrivés, ils ont tué 150 000 musulmans là-bas, comment ils ont ravagé la Libye. On sait pourquoi ils sont interdits en Arabie Saoudite. Ceux qui les connaissent savent qu'ils sont interdits en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Égypte, même Poutine, même en Autriche. Donc on a un phénomène qui est quand même beaucoup plus large. Mais je voudrais vous parler quand on regarde pourquoi on peut parler de dire qu'il y a une menace sur le judaïsme français alors qu'ils sont là depuis 2000 ans, les Juifs. C'est quand même impressionnant comment quelque chose qui existe depuis 2000 ans pourrait... en fait, c'est que la pérennité d'une communauté juive va dépendre de la sécurité quand il y a des ennemis. Et la sécurité, elle dépend de la politique. C'est les politiques qui vont décider si la police va... L'État, absolument. Les politiques vont décider si la police va intervenir au moment où Madame Sarah Halimi est massacrée pendant 3 quarts d'heure et il y a 23 policiers en bas, ils vont pas bouger parce que il y a de la politique qui leur dit on a peur et si la personne est attrapée, on va lui dire comme il a fumé un joint, alors il est pas condamné. Ça, c'est la politique. Mais la politique, je termine encore point, regardez. Et la politique dépend de la démographie. Parce que quand on est dans une ville où il y a 25 fois plus, quelle que soit la façon dont on calcule dans le livre le nombre de juifs, on a entre 20 et 25 fois plus de musulmans. Et parmi les musulmans, on a un gros noyau de 28% qui sont des gens qui sont séparatistes et qui ont une haine profonde de la France, une haine féroce contre les juifs. Donc on se retrouve avec une chose qui dépend pas tellement de nous, vous voyez, parce que la démographie, c'est pas dans nos mains. Et donc on a de quoi avoir une certaine menace que les politiques, par des calculs clientélistes ou autres, vont céder à ce genre de jeu politique. Et finalement, les Juifs vont être les premiers fusibles de ce jeu qui vise évidemment à détruire la République. C'est très intéressant ce que vous dites à l'instant, Dov Maïman, et c'est très documenté dans votre essai, messieurs, collectif à 2. Didier Long, poursuivons sur ce qui est dit à l'instant. La politique, les politiques, il y a une forme de quoi ? De frilosité, de peur d'une réaction massive. Quelle est l'idée ? Il y a d'abord une réalité, c'est-à-dire que la réalité, c'est ce que nous avons calculé, c'est-à-dire que on se trouve en Europe, dans le pays où il y a la plus grosse diaspora juive, avec 440 000 personnes, et la plus grande communauté musulmane. On a calculé par le halal, en fait. En France, hein ? En France. Il y a actuellement 9 millions de musulmans en France. Comment on l'a calculé ? On l'a calculé, par exemple, oui, avec parce qu'il n'y a pas de statistiques dites il n'y a pas de statistiques ethniques. En France. Par contre, les gens de la grande distribution, ils ont des études et ils savent parfaitement qu'il y a 10 millions de personnes qui mangent halal, dont 7 millions qui sont musulmans. Donc, comme 80% des musulmans mangent halal, 67% tout le temps et 15% la plupart du temps,
par une simple règle de 3, on arrive à 9 millions de personnes qui sont musulmanes. Je fais une parenthèse. L'État ne fait pas de statistiques ethniques, parce qu'au nom d'une forme d'égalitarisme qui peut se comprendre. Mais la grande distribution, oui. Ah, bien sûr. C'est génial. Et c'est génial. Mais attendez, quand nous on parle avec des commissaires divisionnaires, et même un jour François Bayrou fait une erreur en plateau, il dit il y a 9 millions de musulmans, ou il y a le président algérien Tebboune qui dit mais attendez, il y a 9 millions de personnes qui ont un lien avec l'Algérie en France, parce qu'il y a aussi les pieds noirs. Donc, on a ces deux communautés, et donc, effectivement, c'est très très fragile, parce que dans cette communauté de 9 millions de personnes, on a 28% de ces personnes, dixit la DGSI, dixit l'Institut Montaigne, donc des gens très très fiables, qui nous disent qu'ils sont en fait radicalisés, qui ne veulent pas de la France. Alors, ça veut dire quand même, si on retourne le sablier, qu'il y en a 72% des musulmans qui aiment la France, qui aiment ce pays, qui viennent d'Algérie où il y a eu 150 000 morts pendant 10 ans d'années de sang. Et donc, on se retrouve sur le terrain parmi ces 9 millions, il y en a 37% qui sont des sympathisants, des frères musulmans, c'est l'IFOP qui nous le dit. Et parmi les jeunes, 50%. Donc ça veut dire que vous voulez dire que ce soutien, je ne sais pas s'il faut le qualifier d'implicite, de tacite, est en train de gagner du terrain? Ce soutien est en train de gagner du terrain parce que les jeunes sont remontés. Ils ont été, pour beaucoup, désocialisés. La France est aussi responsable de ce qu'elle a fait. Elle est responsable de ses communautés. Et donc, cette paix qu'il y avait jusque-là, cette fraternité républicaine, parce que ces 72% de musulmans, c'est des gens qui aiment la France, c'est des gens qui vont bosser le matin, c'est des gens qui prennent le RERB pour soigner votre grand-mère dans les hôpitaux, pour être chauffeur de taxi, Et bien, ces gens-là, ils se disent, mais attendez, mais que fait la France, puisqu'elle est en train de céder aux islamistes? Et c'est pas de l'idéologie, nous, on l'a vu sur le terrain. Je prends juste un endroit. C'est du très concret, hein, dans le bouquin, c'est très carré. Voilà. C'est archi clair, c'est-à-dire que c'est archi clair. En fait, qu'est-ce qui se passe là, partout où on est passé, et où il y a une communauté juive assez nombreuse, et où il y a 150 000 personnes en danger, qui sont en fait confrontées en fait à des islamistes. Qu'on parle de Sarcelles, qu'on parle de Strasbourg, qu'on parle de Marseille. Sarcelles qui s'est vidé, hein. Sarcelles s'est vidé, malgré tout ce que nous disent les élus là-bas. La réalité, c'est que tout le monde sait que Sarcelles s'est vidé. Et que les islamistes en fait sont là, que sous une forme costume cravate, là-bas on a des islamistes turcs, que le maire a été élu par eux parce ils ont tracté pour lui, parmi d'autres, mais ils ont tracté pour lui, et dès qu'il est passé au pouvoir, eh bien il a fait venir à la mairie le responsable des manifestations de 2014. Voilà. Dov Maïmon, juste avant la pause, une question. Vous savez, ça fait des décennies depuis les attentats du FPLP, tout ça est très loin dans nos souvenirs, dans nos mémoires, et très présent à la fois. On a toujours dit, il ne faut pas importer en France le conflit israélo-palestinien. Nous y sommes aujourd'hui. Ben vous avez compris, on est dans un monde globalisé, et puis il y a certains groupes qui ont intérêt à utiliser depuis le moment où c'est le drapeau palestinien qui devient l'étendard rassembleur des émeutiers. Il y a d'abord plus de place pour les juifs c'est plus le drapeau rouge, quoi. Hein, donc il y a plus de place tellement à gauche, et puis il y a surtout un problème où on devient vraiment contre la France, quoi. Il y a un mouvement où il va falloir faire très attention, et les juifs, ce qu'on explique bien dans le livre, c'est que comme on disait au Liban, c'est après samedi dimanche. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord chassé les Juifs, et puis après, mais ce qu'ils disent, peut-être que si les gens ferment les yeux sur ce qui est en train d'arriver aux Juifs, on ne sait pas ce qui pourra arriver aux Français eux-mêmes, quoi. La République en entière, qu'il faut faire attention à ces Juifs, parce que ces Juifs-là sont des indicateurs, des révélateurs de dysfonctionnement. Le socle, en fait, quand les Juifs s'en vont, ça veut dire que le socle républicain s'effondre. Le problème, c'est pas les Juifs, c'est la France. Alors, la fin des Juifs de France, point d'interrogation, votre essai commun au Cherche Midi. Passionnant, ce que vous nous révélez, à partir d'une étude de terrain extrêmement documentée. Dans un instant, nous allons essayer de répondre à la question, les Juifs de France doivent-ils partir avant qu'il ne soit trop tard? Vous restez avec nous, La Vérité en face, sur Sud Radio. Nous nous retrouvons dans un court instant. Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Akili. 0826 300 300, La Vérité en face. La fin des Juifs en France. La question est posée, c'est le titre de votre essai, messieurs Didier Long et Dov Maïmon. Vous êtes deux chercheurs, vous avez des hommes de terrain, hein. Vous avez écumé notre pays pour à la pêche aux infos. C'est bourré de données extrêmement objectives. Ce n'est pas un livre militant, hein, je précise. C'est pas un livre c'est un parti pris. La question que vous posez,
c'est est-ce que, alors Dov Maïmon, je vous la pose à vous en premier, est-ce que les Juifs de France vont être appelés à quitter le pays ? Si les tendances que nous observons aujourd'hui, à savoir que l'État n'a pas pris la mesure de la menace, les Juifs qui habitent dans des zones, dans des quartiers précaires, on en a compté quartier par quartier, on en arrive à entre 110 et 150 000, ça dépend si on regarde le degré de précarité. Ces gens qui n'ont pas où aller, qui habitent dans des HLM où parfois 20-30%. Donc une grande partie des Juifs de France, malheureusement, sont pas riches. Et ces gens sont en vérité, tous les jours, on a eu des dizaines de témoignages de gens qui nous disent tous les jours, je vais à la police, je dis, oh madame, on vous a mis des petites croix gammées, elles sont pas très grandes, vous pouvez pas porter plainte pour ça. Et les gens nous disent, j'ai 4 personnes dans mon immeuble qui me font la mort tous les jours. Ces gens ont peur, sont terrifiés. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si l'État leur trouve des endroits protégés, si l'État met les moyens, mais c'est très difficile de protéger une population du homejacking, etc. Mais s'ils ne font rien, on sera dans une mauvaise situation. Mauvaise parenthèse, et je vous donne la parole, Didier Long. On peut être juif et pauvre, hein, il faut le rappeler quand même. Hein, vous avez raison, les gens croient que tout le monde est Rothschild, mais nous, on a surtout vu beaucoup de juifs pauvres, oui. Oui, Didier Long, là-dessus. On est passé partout à Sarcelles. Et qui sont ces populations ? C'est des populations qui sont directement, en fait, dans la France périphérique, la France des cités. C'est des gens qui se retrouvent donc à Sarcelles, 12 000 juifs, à Créteil, 20 000, à Marseille, 55 000, 50 000. Qui pratiquent parce qu'ils sont devenus, comme ils sont enfermés dans leur petite Jérusalem, ils sont devenus de plus en plus pratiquants, de plus en plus ensemble, de plus en plus ghettoisés. Et en fait, les politiques là-bas nous ont dit, des politiques, d'anciens politiques, et 5-6 témoignages, ils ont utilisé, quand on a commencé cette enquête, début 2023, même avant les émeutes, ils nous ont dit, on n'en croyait pas nos yeux. Ils nous ont dit, il faut évacuer les Juifs de ces endroits-là. C'est-à-dire que l'État doit évacuer ces 150 000 personnes. C'est des gens qui sont pauvres. C'est des gens qui sont parfois vieux, qui ont une moyenne d'âge 10 ans au-dessus de la population nationale, des 41% de la population nationale. Ils ont 50-60 ans. C'est des gens qui n'ont pas où aller. Et donc, soit il faut les évacuer donc en France, y refaire une alia, je sais pas où, en Corse, en Bretagne. Et là, par exemple, le 7 octobre, c'était incroyable. En Corse, des gens nous ont téléphoné. Ils ont dit, ah, mais moi, j'ai une maison, je vous la prête. Des gens qui nous ont dit. Vous êtes les bienvenus, je suis corse. Vous êtes les bienvenus, je suis corse. Mais attendez, une alia en France, vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de nous dire, Didier Long, c'est grave. C'est-à-dire qu'il faudrait regrouper la communauté juive par endroits, c'est quoi, dans des sortes de kibbutz en France. Alors, c'est la communauté juive, elle est déjà ghettoisée d'une certaine manière. Il y a 25% dans le 17e arrondissement, 25% de juifs, dans le 16e, dans le 20e, 19e, 20e, à Créteil, à Sarcelles, et ils sont de plus en plus regroupés à Strasbourg, à Marseille, à Nice. Nice, c'est un coin très dangereux, et on a 150 000 personnes en danger, dont 35% sont minima sociaux. Donc c'est pas des gens, c'est des juifs pauvres. Beaucoup de juifs sont pauvres. Et donc ces gens-là, il faut pas forcément les mettre dans des ghettos. Un politique nous a dit, il faut les re-ghettoiser. C'est troublant, c'est troublant. Oui, c'est troublant. Il faut les évacuer, en tout cas, de ces coins-là. Quand on dit ghetto, on pense à Varsovie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose de troublant. Alia, définition pour nos auditeurs. Alia, c'est monter, c'est la montée à Jérusalem. Voilà. Et comme la montée en Israël est possible, parce qu'il y a plein de gens qui veulent partir en Israël. Parce que faire son Alia, c'est aller en terre d'Israël. Là-dessus, Dov Maïmon, l'exil des Juifs, qui est une sorte de perspective un peu funeste, quand même. C'est un exil intérieur ou c'est un exil tout court, c'est-à-dire quitter la France ? Vous savez, depuis 120 ans, tous les 10-15 ans, on a une communauté dans le monde qui est en détresse. Les plus riches, les plus diplômés, les plus brillants partent aux États-Unis. Ceux qui peuvent, qui vont maraniser, qui vont cacher leur identité juive, diminuer leur profil juif, vont essayer de disparaître, de faire semblant qu'ils ne sont plus, qu'ils n'en sont plus. Et puis ils vont essayer de cacher. Et puis une masse en général, finalement, comme les États-Unis se ferment, comme d'autres endroits se ferment, quand l'État recule, les islamistes rentrent et on a un phénomène où finalement, oui, on va se retrouver avec des communautés enfermées sur elles-mêmes. Et puis c'est l'archipel français, les gens se renferment entre eux, et à ce moment-là, les Juifs vont devoir même, il faut qu'ils soient protégés par la police. Donc on a une situation qui est indicateur de quelque chose de beaucoup plus grave pour la France. Maraniser, autre définition. Voilà, maraniser, c'est après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, une grande partie des Juifs sont quand même restés et ont caché leur identité juive. Donc on peut avoir un scénario de ce type, ça s'appelle une marginalisation sociale, les gens ne peuvent pas en parler, ils viennent chez nous, ils pleurent en nous disant c'est terrible ce que
je vis au quotidien. C'est pas un problème de sécurité, parce que la police, les services de renseignement mettent toute leur puissance, toute leur rapidité et toute leur force dès qu'il y a un juif qui se fait attaquer, dès qu'il se passe quelque chose. Ces gens-là sont admirables, et en fait la communauté juive leur doit énormément. C'est pas un problème de sécurité, c'est pas un problème d'organisation administrative, c'est un problème politique. C'est qu'est-ce qu'on veut pour la France, et si les juifs s'en vont, ou si les juifs doivent être ghettoisés, ça veut dire qu'il y a un problème avec le socle républicain. Et est-ce qu'on laisse tomber, et après les juifs, qui ? Mais aller en Israël, Didier Long, pays en état de guerre permanente, hein, est-ce que c'est une solution aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hésitation aujourd'hui ? Parce que c'est vrai, de nombreux compatriotes juifs disent « Allez, je vais aller vivre en Israël, au moins là-bas je serai en sécurité. Ici, il y a trop d'antisémitisme, mais c'est un pays en guerre désormais, et d'une guerre durable. » C'est vrai qu'Israël est un pays en guerre, mais c'est vrai aussi que les gens qui sont là-bas nous disent « Il y a des missiles, mais moi j'ai pas peur. » C'est-à-dire qu'ils sont fiers d'être là-bas, ils sont heureux, ils retrouvent leur identité juive, ils se reconnectent avec leurs racines, religieuses ou pas d'ailleurs, hein, et ils se disent, mais enfin, je vais pouvoir exister comme juif, alors que maintenant c'est plus possible pour moi. Je suis en train j'ai arraché ma mezouza, je cache mon nom dans le beurre, je dis plus à mes amis que je suis juif, je dis à mes enfants de se taire à l'école. Donc effectivement, pour un juif de France aujourd'hui, entre la peur ici qui monte et l'angoisse, parce que on a plein de familles, ils rêvent, ils sont malades, ça va plus, les enfants sont déscolarisés, et puis Israël, parfois ils se disent, c'est Israël. Alors Israël ou la Corse ou la Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas ? Oui. Et là-dessus, Dov Maïmon, il y a cette idée d'exil, hein, enfin de départ en tous les cas, cette idée aussi peut-être plus étrange de regroupement. Enfin, ça raconte quelque chose de désagréable, pour pas dire autre chose. Est-ce qu'il y a c'est le thème d'un chapitre, hein, que vous lui consacrez, messieurs, dans ce livre. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer aujourd'hui malgré tout ? Est-ce qu'il y a des issues de sortie, pas de secours, hein, de sortie de cette crise ? Dans ce livre, nous avons nous donné un état des lieux. Nous n'avons pas de recommandations. On veut simplement que les gens, que ce soit les juifs et les non-juifs d'ailleurs, puissent avoir un état des lieux à travers le regard d'une petite communauté qui fait 0,6% de la population et qui reçoit 70% des incidents anti-racistes, etc. On a voulu donner une image de la France à travers un cas d'école, un pavillon témoin. Et là, on voit et nous n'allons pas de donner des conseils aux gens mais ils doivent avoir les yeux ouverts. La France a une méthode, à cause de l'interdiction des census ethniques, de ne pas avoir de thermomètre. On ne sait pas si la politique qu'on a eue va aider l'intégration. Il est temps de prendre un peu en charge et de mettre en place des choses. Est-ce qu'on a un espoir ? Bien entendu, la France peut se lever. On se rappelle qu'en France, alors que dans l'Europe, pendant la Shoah, pendant l'Holocauste, 75% des Juifs ont été tués. En France, 75% des Juifs ont été sauvés. Le Français... Il y a eu 80 000 Juifs, c'est ça c'est ça, France, mais il y a 75% qui ont été sauvés par des gens comme vous et moi, qui sont là et qui ont caché des Juifs parce qu'ils ont dit on peut pas supporter le racisme. La France ne supporte pas le racisme. La France ne supporte pas l'injustice. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est le mot de la fin, avec vous aussi, Didier Long. Quand on prend les études, vous verrez qu'on a donné. En Europe, 20% des gens n'aimeraient pas vivre avec un voisin musulman. En France, c'est 7%. C'est-à-dire que les Français ne sont pas racistes. Alors, c'est 7% de trop de racistes, on est d'accord. Mais les Français, en fait, ont protégé les Juifs depuis longtemps. Ils ont protégé les communautés musulmanes. On peut vivre en frères ensemble. Et donc, dans le socle républicain et en dehors du frérisme. Allez, voilà, Didier Long et Dov Maïmon, merci d'avoir été les invités ce matin en studio ici dans La Vérité en face pour la fin des Juifs en France. J'insiste, un point d'interrogation, parce que qui dit point d'interrogation dit peut-être raison d'espérer la sortie. Paru au Cherche Midi, passionnant livre, belle enquête de terrain, messieurs, bravo. Et je recommande la lecture de cet essai. Dans un court instant, les médias, ce sera avec Valérie Expert et Gilles Gansman. Restez avec nous sur Sud Radio.